Merci d'être venu. Merci d'être venu. On organise des choses, on prépare des choses, donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un peu de monde qui vient pour nous écouter. Cette conférence fait partie d'une série de conférences qui présente à chaque fois un poisson, une technique dans notre territoire. Et celle-ci concerne le black bass dans notre département, et le black bass au leurre, bien sûr, dans notre département. Cette conférence va s'articuler en deux parties. Donc je vais vous présenter des données générales sur le black bass, sur la pêche du black bass. Et dans un deuxième temps, Laurent Allary, ici présent, va vous présenter un peu plus précisément les leurres qu'on utilise pour pêcher le black bass. Et dans un troisième temps, vous pourrez vous rapprocher de lui pour lui poser toutes les questions que vous voulez sur les leurres, voilà, toutes les questions plus précisément techniques. On va commencer par faire un petit point sur la pêche du black bass au niveau mondial, international. Le black bass est à l'origine un poisson d'Amérique du Nord. Donc c'est là qu'on le pêche le plus. Et on se rend compte que aux États-Unis et au Canada, 62% des pêcheurs sont des pêcheurs de black bass. Et ça représente en plus 40 millions de pêcheurs, hein, ça fait du monde. Hein. Et si on revient en France, d'après une étude de 2014, alors qui a déjà 10 ans, mais on a dénombré 0,5% de pêcheurs qui cherchaient activement le black bass. Sachant qu'on est dans une période de réchauffement climatique, le black bass va être de plus en plus présent chez nous. On se dit que le potentiel halieutique de ce poisson est encore sous-développé et va se développer dans les années qui viennent. D'où cette conférence et d'où certaines mesures que la Fédération de pêche a prises pour promouvoir la pêche du black bass dans notre région. Alors, je vais faire un petit point sur la pêche dans notre département. On dénombre 13 000 pêcheurs d'une année sur l'autre à peu près dans l'Allier. On dispose de 600 km de rivières de première catégorie, 760 km de rivières de deuxième catégorie, environ 100 km de canaux, 220 hectares de retenue EDF et 620 hectares d'étangs et plans d'eau. Grosso modo, si on enlève les 600 km de rivières de première catégorie, on se rend compte que quasiment tous les parcours dont on dispose peuvent accueillir du black bass. Et d'ailleurs, une bonne partie en accueille déjà. Le black bass en lui-même. Alors, au Canada, on l'appelle l'achigan à grande bouche, pardon. Il est de la famille des Centrarchidés. C'est un cousin relativement proche des perches-soleil, des crapauds et des roches, voilà, tous ces poissons-là. Dans son berceau d'origine, il atteint des tailles un peu plus importantes en moyenne que chez nous. La taille moyenne des adultes, on va dire, aux États-Unis, Canada, on est aux alentours de 50 cm. Chez nous, on est plutôt à 35, sachant qu'on a quand même des sujets qui dépassent les 50 cm chez nous, y compris dans notre département. On a observé des poissons de taille maximale allant jusqu'à 70 cm pour un poids record de 10 kg. C'est un poisson qui avait été pris au Japon, de mémoire. Et le poids moyen des adultes, ça tourne aux environs de 3 kg. Voilà, un petit peu moins chez nous, mais les populations évoluant, je pense qu'on va tendre vers des poissons de plus en plus gros. C'est un poisson qui a une longévité d'environ 6 à 8 ans, avec exceptionnellement des poissons qui peuvent vivre jusqu'à 15 ans. Et il est mature sexuellement entre 2 et 3 ans. Un peu plus tard dans la conférence, on va faire un petit point sur la reproduction de ce poisson. C'est un poisson qui est thermophile. Ça veut dire qu'il va rechercher les eaux plutôt chaudes. Il va tolérer des températures entre 5 et 32 degrés, mais quand il aura le choix, il va plutôt aller se mettre dans ces températures de confort qui sont en général au-delà de 20 degrés. Son comportement général, on va dire, c'est un poisson carnivore, 100% carnivore, hein, c'est un poisson qui ne consomme pas du tout de végétaux. Il vit plutôt en solitaire ou en couple, en tout cas en couple pendant la période de reproduction, et les gros sujets sont en général assez solitaires. C'est un poisson territorial. Quand il s'est choisi un territoire, alors pas forcément de manière définitive, hein, ça peut être très temporaire, mais il va être plutôt agressif envers ses congénères. Et c'est un poisson qui est réellement diurne. C'est pas la peine d'essayer d'en pêcher la nuit, c'est pas un poisson qui va se nourrir la nuit.
Son habitat. C'est un poisson vraiment de milieu lentique. Milieu lentique, c'est toutes les zones où il n'y a quasiment pas de courant ou pas de courant du tout. Par exemple, chez nous, on a la rivière Allier qui passe pas loin, c'est pas un milieu qui va lui convenir. C'est un poisson qui va rechercher toutes les zones, on va dire, encombrées, que ce soit de végétation aquatique, quand il y en a, des bois morts, des éboulis. Il va de temps en temps être en eau libre, mais il va quand même de préférence aller chercher les zones plutôt encombrées. Même si on le trouve de temps en temps dans des eaux troubles, c'est quand même un poisson qui va préférer les milieux où l'eau est claire. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est un poisson qui va rechercher globalement les eaux chaudes. Les habitudes alimentaires du black bass sont vraiment différenciées en fonction du stade de sa croissance. Au stade juvénile, disons dans sa première année, on va dire globalement, il va consommer du plancton. Déjà, il va évoluer en groupe. Souvent, quand on voit des petits black bass, ils sont souvent en petits groupes, voire en petits bancs, parfois isolés, mais il arrive à être un peu grégaire tant qu'il est jeune. Donc il va consommer du plancton quand il est tout petit, au stade d'alevin. Ensuite, il va se tourner vers des insectes aquatiques, des insectes terrestres qui tombent à l'eau, des petits crustacés, des alevins. C'est déjà un prédateur, même tout petit. Et puis quand il grandit, à l'âge adulte, ses proies de prédilection, certainement 80 ou 90% en fonction du milieu, ça va être des poissons. Mais il consomme aussi des écrevisses, des grenouilles, des gros insectes tels que des libellules ou des insectes terrestres type guêpes, grosses mouches, etc. qui tombent à l'eau. Également des petits mammifères, quand il en a l'occasion, des reptiles, des oisillons. C'est un poisson qui est extrêmement opportuniste. D'où la panoplie de leurres qu'on utilise pour le capturer. Tout ce qui est vivant et qui arrive dans l'eau est susceptible d'être consommé par des black bass. Ça peut être des petites tortues, des canetons, des grenouilles, des lombrics quand il a plu et que ça arrive dans l'eau. Enfin voilà, tout ça fait partie de son alimentation. Et si vous regardez dans l'illustration, il y a également un poisson-chat. Les black bass adultes consomment les poissons-chats au stade juvénile. Alors il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais vous dire, mais moi ce que je remarque au bord de l'eau, c'est que depuis qu'on a une population de black bass qui se développe, j'ai l'impression que dans certains plans d'eau, on trouve un peu moins de poissons-chats. Alors la reproduction. La reproduction du black bass, en général, selon les conditions météo, intervient de fin avril jusqu'à début juillet parfois, dans une eau à partir de 15-20 degrés jusqu'à 25 degrés. Le mâle fait un nid sur un fond de sable gravier, en général, et la femelle va pondre entre 5 à 10 000 œufs, va les déposer dans le nid, le mâle va les féconder instantanément, et le mâle protège les alevins pendant plusieurs semaines. Donc les alevins sont grégaires, ils vont se déplacer en banc, et le mâle va les escorter pour les protéger. C'est pour ça que pendant cette période, il est impératif de laisser absolument les poissons tranquilles, parce que le mâle va sauter à peu près sur tout ce qui bouge. N'importe quelle leurre qui va passer à sa portée va être attaqué, parce qu'il va être considéré comme une menace pour ses alevins. Et si on sort le poisson de l'eau, on n'est pas certain qu'il retourne sur son nid, on n'est pas certain qu'il aille de nouveau protéger ses alevins. Donc il faut vraiment veiller à laisser les poissons tranquilles pendant la période de reproduction. Alors on va parler pêche maintenant un petit peu. On a deux types de pêche, on va dire, si on simplifie pour le black bass. Les pêches plutôt légères, qu'on va pas forcément destiner aux poissons plus petits, mais quand on va utiliser des leurres non plombées, par exemple dans les zones peu profondes, dans la végétation, etc. Donc, je vous ai mis des ensembles, on va dire, modèles, mais il n'y a rien de limitatif. On part sur un ensemble spinning, parce que quand on lance des poids légers, c'est plus facile, voilà, mais rien n'empêche d'utiliser le casting. Donc une canne de puissance 7,28 grammes peut très bien convenir. Il faut éviter des cannes trop souples, voilà, quand même, parce que quand on utilise des gros hameçons texans, par exemple, une canne trop souple, on aura des ferrages qui seront moins efficaces. Voilà, une taille de moulinet standard pour la pêche au leurre, une tresse de 14 centièmes, c'est un exemple, ça convient très bien.
et un battling en nylon, nylon fluorocarbone de 22 centièmes. Pour des pêches, on va dire, légères, ça convient très très bien. Encore une fois, hein, c'est juste une indication, hein, on peut faire un peu plus fort, plus fin, il vaut mieux éviter quand même. Hein, si on cherche trop la finesse, on n'a pas forcément plus de touches, mais on risque de casser sur un poisson qui va vous emmener dans les obstacles voilà, trop facilement, et c'est toujours dommage de laisser un leurre dans la gueule d'un poisson. Je vous ai mis également un exemple pour un ensemble casting pour des pêches plus fortes, voilà, qui est plus indiqué pour la recherche des beaux black bass, des gros poissons. On fera un petit aperçu des leurres par la suite, voilà, qui peuvent convenir à tel ou tel modèle d'ensemble. Donc là, on va utiliser plutôt, en tout cas en corps de ligne, un fluorocarbone sur toute la longueur. On ne va pas trop utiliser de la tresse. Les pêches fortes, souvent, c'est des pêches qu'on va utiliser déjà pour les gros poissons, mais aussi pour aller pêcher dans les lieux encombrés. Donc la tresse est assez fragile à l'abrasion quand on va frotter sur des obstacles, alors que le fluorocarbone passe très très bien à frotter dans du bois, enfin sur des roches ou des choses comme ça. Voilà l'explication du fluorocarbone en corps de ligne. Tout ça, c'est vraiment des indications, et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Laurent à la fin de la conférence pour avoir plus de détails sur les questions de matériel, par exemple. Alors, chacun a sa manière de classer les leurres en fonction des pêches qu'on va utiliser. Moi, c'est un classement que j'ai fait tout à fait subjectif, hein, on va dire. J'ai déterminé, on va dire, 4 familles de leurres pour rechercher le black bass. La première, c'est les leurres de surface. C'est un poisson qui répond extrêmement bien aux pêches de surface. C'est une pêche qui est très ludique. Et le black bass, c'est vraiment une cible de choix pour ça. Donc, on détaillera un petit peu après voilà, différents types de leurres de surface. Ensuite, j'ai fait une famille de leurres qu'on pourrait dire des leurres à réaction, qui vont jouer sur des stimuli assez forts, qui vont faire réagir le poisson, sans doute par agressivité, parfois par prédation simplement aussi, mais des leurres qui envoient des signaux assez forts. Il y a ensuite tout un tas de leurres souples qu'on va utiliser voilà, quand les poissons sont peut-être un peu moins actifs des fois. Le leurre de réaction, ça permet de balayer des zones assez larges facilement, et trouver des poissons actifs. Et puis quand ça ne marche pas, on va utiliser des leurres un peu plus discrets. Les leurres souples font partie de cette famille-là. Et puis il y a des leurres qu'on va utiliser dans des tailles et des volumes plus importants pour chercher des gros poissons. Moi, j'ai appelé ça les leurres spécimens. Alors dans les leurres de surface, on va différencier, on va dire, 3 types de leurres. Les frogs, qu'on utilise assez peu en France, à tort, parce que c'est vraiment le leurre qui permet de passer absolument partout, dans n'importe quelle condition. Que ce soit pour le black bass, le brochet, les grosses perches, c'est un leurre qui est très efficace. On peut l'utiliser, mais vraiment partout, partout, partout. C'est un leurre qui ne s'accroche jamais. Donc dès que vous êtes en face d'un herbier assez dense, dans des zones très encombrées, c'est vraiment le leurre à sortir. Ensuite, vous avez des leurres de surface qui sont faits pour pêcher en linéaire, c'est-à-dire qu'on ramène voilà, simplement en moulinant et qui ont des signaux plus ou moins forts en fonction des modèles. Donc les prop baits sont des leurres à hélice. Il y en a de plus en plus de modèles, c'est des leurres qu'on ne voyait pas trop en France mais qu'on commence à voir. Il y a le fameux Whopper Plopper, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, qui a une hélice arrière là, qui fait beaucoup de bruit, qu'on peut l'utiliser également pour le black bass. Et puis les crawlers, là c'est le leurre qu'on voit tout à fait à droite, qui a un mouvement de balancier, voilà, comme si nageait le crawl, c'est pour ça qu'on l'appelle le crawler, et qui permet de pêcher un peu plus lentement, et qui est un leurre qu'on utilise très peu chez nous, beaucoup plus aux États-Unis ou au Japon, mais qui est très très efficace. Et puis il y a les stick baits et les poppers. Alors les stick baits sont des leurres qu'on va ramener avec la fameuse animation Walking the Dog, hein, c'est un leurre qui fait des écarts droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Et le popper qui lui va émettre des sons assez forts, assez sourds, pour faire venir les poissons d'un peu plus loin. Donc voilà les principales familles de leurres de surface que vous pourrez voir après sur ce que Laurent vous a emmené.
Ensuite, on a les leurres de réaction. Les leurres de réaction, il y a principalement des leurres à palette ou des leurres à bavette. Donc, on a des leurres métalliques comme le spinnerbait et le chatterbait, qui est celui de droite. Alors, les spinnerbaits, il y en a beaucoup de différents. En fait, on a l'impression que le spinnerbait est un leurre à lui tout seul, mais en fonction de la forme de la palette, du poids de la tête et du leurre souple qu'on va accrocher derrière, on peut avoir des actions extrêmement différentes. Donc un spinnerbait par exemple qui a, comme celui qui est représenté ici, qui a une palette feuille de saule, va permettre de pêcher un peu vite. Ceux qui ont une palette colorado, c'est-à-dire une palette très ronde, vont permettre de pêcher beaucoup plus lentement, d'insister sur les postes, près des nénuphars, près des arbres morts, etc. C'est un leurre qui a aussi la capacité de passer dans des obstacles relativement, dans les obstacles rigides, les roseaux, les nénuphars, les bois morts. Par contre, qui ne va pas être utile dans toute la végétation souple, parce que la palette va s'en mêler. Le chatterbait, lui, va pêcher un petit peu plus bas dans la couche d'eau en général, et il envoie des vibrations extrêmement fortes. Voilà, il est fait pour faire réagir les poissons qui se réactivent même d'un peu loin. Ensuite, on a les leurres durs, qui eux ont des hameçons triples, donc ils vont être moins faciles à utiliser dans les zones un peu encombrées. Donc on a les crankbaits, que vous connaissez certainement tous, ce sont des leurres simplement à ramener en linéaire, qui sont intéressants pour pêcher les zones rocheuses par exemple. Et il y a les lipless crankbaits juste à côté, qui eux sont faits pour vraiment des pêches rapides, ramenées assez vite, qui envoient des vibrations et des sons assez forts. Ensuite nous avons des leurres souples pour le black bass. Beaucoup de leurres ont été vraiment mis au point et étudiés pour pêcher le black bass. On a vu juste avant les spinnerbaits et les chatterbaits. Là, on a les worms, les créatures, etc. Tout ça, ça a été mis au point à la base pour pêcher le black bass. On les a utilisés chez nous en Europe pour pêcher le brochet, la perche, le sandre. Mais ils ont été créés à la base aux États-Unis pour pêcher le black bass. Donc voilà, on a différents types de leurres souples qu'on va utiliser. Alors chez nous en France, on utilise beaucoup les têtes plombées pour pêcher au leurre souple. C'est pas trop adapté pour le black bass. Il vaut mieux utiliser des hameçons texans par exemple, qui vont permettre de pêcher dans des zones encombrées. Et puis c'est bien d'utiliser aussi des montages assez peu plombés. Voilà, le black bass est un poisson qui vient assez facilement observer le leurre avant de le saisir. Donc les leurres peu plombés permettent de pêcher lentement, de poser son leurre, de faire des animations assez minimalistes sur place, qui vont correspondre au mode de prédation du black bass. Donc on a des choses qui imitent des vers, des choses qui imitent des écrevisses, des choses qui n'imitent absolument rien de ce qu'on peut trouver sur Terre, mais qui vont envoyer des stimuli qui correspondent à la sensibilité de ce poisson. On a des créatures qui ne ressemblent absolument à rien de vivant, mais je pense que ça a l'air vivant, ça a l'air d'être en détresse, ça a l'air facile à attraper, donc le black bass goûte. Voilà. Ensuite, on a des choses un peu plus représentatives de ce qu'on va trouver sous l'eau, donc des imitations de poissons qui peuvent être de type finesse, donc avec la queue effilée, qui n'émettent pas très peu de vibrations, et des shad, beaucoup plus classiques. Donc c'est pareil, ce sont des leurres qu'on peut utiliser sur tête plombée, mais qu'on peut aussi et surtout utiliser avec un hameçon simple, un hameçon texan, qui va permettre de passer partout dans les obstacles, là où on a le plus de chances de trouver des black bass. Ensuite, on a les leurres spécimens. Alors, ce sont des leurres qui, en général, on va utiliser dans des tailles un peu plus grandes, mais le black bass, on l'appelle l'achidon à grande bouche, parce qu'il a vraiment une très grande gueule, en fait. Donc on peut même prendre des petits poissons avec des gros leurres. Donc dans ces leurres-là, principalement on va utiliser des leurres durs, donc le jerk minnow qui a en général la particularité d'être suspending, c'est-à-dire que quand on arrête de le ramener, il va rester suspendu dans la couche d'eau. Et il permet de faire des pauses longues qui sont intéressantes dans la pêche de ce poisson. Donc on l'anime par alternance en simple lancer ramené et avec des coups de canne plus ou moins amples, pour lui donner des actions un peu plus erratiques et entrecoupées de pauses. Et souvent les pauses sont très intéressantes. Ensuite on a les longues billes, c'est celui qui se situe juste en dessous avec une très longue bavette.
Donc ça, c'est un leurre qui va plutôt aller taper dans le fond des plans d'eau et qui permet des pêches très lentes, en particulier dans les eaux froides en hiver. Même si le black bass préfère l'eau chaude, il se nourrit quand même un petit peu en hiver. Et en hiver, on arrive à prendre des très gros poissons comme ça dans des zones un peu plus profondes. Et puis on a un leurre assez classique, le swimbait, qu'on utilise beaucoup pour le brochet chez nous, mais qui est très efficace aussi pour les gros black bass. Alors on arrive à une partie qui va peut-être vous intéresser aussi. Où peut-on pêcher le black bass dans le département? Alors ça, c'est une carte qui n'est pas du tout exhaustive, hein. Ce sont les endroits où historiquement on a commencé à prendre un peu plus de black bass qu'ailleurs dans le département de l'Allier. Donc dans le désordre, hein, on va commencer par le haut. Donc Saint-Bonnet de Troncet, voilà, dans les étangs de la forêt de Troncet, on commence à avoir une population de black bass, et en particulier dans le plan d'eau de Saint-Bonnet, qui commence à être sympathique. Il y a de très grandes roselières qu'on peut pêcher en waders. Dans lesquels voilà, il commence à y avoir de jolis black bass. On a les osières, Champvalier, donc dans l'agglomération de Moulins, à Yzeure précisément. Voilà, où on a aussi pas mal de black bass. Alors ils sont relativement sollicités, donc assez difficiles à prendre. Mais il y a une reproduction naturelle aussi qui se fait assez bien. Juste à côté, pas très loin, on a les canaux, donc le canal de Roanne-à-Digoin, le canal latéral à la Loire, qui eux ont peut-être la population, une des populations les plus importantes du département en black bass, avec vraiment des gros sujets, des reproductions régulières tous les ans. Ça fait partie des endroits où on observe une régression assez nette du poisson-chat. Alors, le black bass y est certainement pour quelque chose, le silure peut-être aussi. Mais il y a des vraies populations de black bass avec des gros sujets. On a une population avieur aussi, qui s'installe gentiment d'année en année, avec des longs linéaires de bordures de bois mort assez peu profondes, dans lesquelles il y a vraiment un milieu très propice au black bass. J'ai parlé des canaux de l'est du département. On a à l'ouest le canal du Berry, qui a une très très belle population aussi, depuis longtemps déjà. Et puis, près de Saint-Pourçain, on a le plan d'eau de Gouzol, qui a vraiment une belle population de black bass, avec toutes les classes d'âge. On y voit des poissons, je pense qu'ils sont pas loin des 55-60 cm. Hein. Je sais pas, Jean-Yves... on n'est pas loin de ça, je pense. 55, ouais. Et après, il y en a qu'on voit mais qu'on ne prend pas, hein, quasiment, parce qu'ils sont difficiles, ils sont très sollicités. Mais c'est un vrai challenge d'aller prendre des balls black bass à Gouzol. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis voilà, la réglementation départementale fait que le black bass est en eau-kill depuis maintenant, Michael, 5 ans, 6 ans 2018, ouais, 6 ans même. Ouais, 6-7 ans, oui. Donc voilà, sur les lots de pas mal d'APPMA, des black bass ont été implantés. Le fait que la remise à l'eau soit obligatoire sur tout le département, on voit vraiment une population qui s'installe maintenant de manière pérenne et de plus en plus importante. Et on a de plus en plus de pêcheurs dans toutes les générations qui s'y intéressent de plus en plus. Donc c'est vraiment un poisson qui a de l'avenir chez nous. Alors, je vous ai mis quelques petits conseils pour la recherche du black bass en fonction des saisons et plus que des saisons, des températures d'eau, on va dire. Quand je parle d'eau froide et d'eau chaude, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. La température absolue est une chose, mais la tendance de température est plus importante que la température elle-même. Je m'explique. Si par exemple vous avez une eau à 12 degrés qui passe à 14 en quelques jours, les poissons vont s'activer très fort. Par contre, si vous avez une eau à 16 degrés et qu'elle passe à 14 en 24 heures, les poissons vont plutôt être inactifs. Donc on pourrait se dire que 14 degrés, c'est une super température ou une très mauvaise, en fonction de ce qu'on a eu les jours précédents. Donc les tendances de température sont plus importantes que les températures elles-mêmes. Néanmoins, on peut quand même
détacher certaines tendances de comportement du black bass. Donc quand on a des eaux froides ou en train de se refroidir, on va plutôt aller les chercher dans les zones abritées des vents, abritées des courants quand c'est en rivière. On va chercher les zones ensoleillées au maximum. Partout où l'eau aura tendance à se radoucir un peu, à se réchauffer. Donc on va chercher les zones très peu profondes ensoleillées, par exemple, ou quand il n'y a pas de soleil, les zones un peu plus profondes, les tombants, les pieds d'éboulis, sous les pontons, ça crée des zones abritées, ou les fosses. Quand on est dans les eaux chaudes, en général c'est plutôt à la belle saison, on va chercher toutes les zones végétalisées, alors que ce soit de la végétation aquatique ou de la végétation terrestre qui vient déborder sur la berge, au-dessus de l'eau. Les roseaux, les iris, les petits saules, les choses comme ça, voilà, les poissons viennent se cacher tout près du bord, des fois collés à la bordure. Même s'il fait chaud, les zones ensoleillées le matin. Voilà. La nuit a toujours un petit peu rafraîchi l'eau en surface. Donc les poissons viennent toujours chercher quelques degrés de plus le matin de bonne heure. Et puis si vraiment il fait chaud, ils vont plutôt se situer dans les zones ombragées pendant la journée. D'une manière générale, chercher la végétation. Voilà, les herbiers, les roseaux, les nénuphars. Certains plans d'eau sont un peu moins pourvus en végétation. Je pense à Rochebus par exemple, où il commence à y avoir un peu de black bass quand même. Quand les niveaux sont hauts, ils vont se mettre dans les arbres, sous les branches à l'ombre, mais quand les niveaux sont bas, il n'y a plus que des rochers partout. Donc on va chercher les enrochements un peu, qui permettent d'avoir des zones un peu accidentées, on va dire. Et puis dans les eaux chaudes, quand même, ils ont tendance à se maintenir dans les zones plutôt peu profondes. C'est pas la peine de se dire il fait chaud, ils vont aller dans les fosses au frais. En général, le black bass, c'est pas ce qu'il va faire. Alors un petit point sur la réglementation locale. Donc on a une fermeture des carnassiers qui concerne toute la France et toutes les espèces de carnassiers qu'on va rechercher au leurre ou au vif, mais on prolonge cette fermeture pour le black bass c'est mi-juin, c'est le deuxième samedi de juin. Oui, je l'ai écrit en plus, deuxième samedi de juin, donc pendant laquelle il est interdit de rechercher délibérément le black bass. Et puis dans l'Allier, on a le droit de le rechercher à partir du deuxième samedi de juin, mais on doit le remettre à l'eau quoi qu'il arrive. Qu'on l'ait pris de manière accidentelle au vif par exemple, ou qu'on le recherche, qu'on le recherche. C'est un poisson qui est en eau qu'il intégrale sur tout le département. Je vous l'ai déjà dit, mais je le rappelle, c'est vraiment ne jamais déranger un poisson sur le nid. Voilà, parce que prendre un poisson sur le nid, c'est risqué que la génération d'œufs qu'il était en train de protéger soit dévastée par une brème, une carpe, un vent de gardon. En quelques instants, ça va très très vite. Des perches-soleil, peu importe. Et puis, tout le monde n'est pas connaisseur de ce poisson. Il y a encore, je croise des gens au bord de l'eau qui pensent avoir pris une perche ou ne savent pas trop ce que c'est que le black bass. Donc, moi, je vous encourage à faire preuve de pédagogie vis-à-vis des gens qui ne savent pas, qui peuvent prendre un black bass et vouloir le garder, le manger, etc. Alors, plutôt que se fâcher tout rouge tout de suite, expliquer ce que c'est que ce poisson, expliquer l'intérêt, et puis essayer de lui inculquer les bonnes pratiques. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaye de faire tout au long de l'année avec les jeunes de l'école de pêche, par exemple, et puis plus généralement au bord de l'eau, quand je croise des pêcheurs. Alors, on a deux stratégies, on va dire, deux moyens d'aller chercher le black bass, sur l'eau ou du bord. On ne peut pas dire qu'il y a une méthode qui soit plus efficace que l'autre, ça dépend beaucoup des milieux. L'avantage du bateau et du flotte tube, c'est que quand on va sur des grands milieux, comme on en parlait, Rochebus par exemple, c'est quand même plus facile en bateau ou en flotte tube. On s'extrait un peu de la pression de pêche du bord. Bon, par contre, le coût, la logistique, etc. sont un peu des inconvénients. Et on peut très bien faire de très belles pêches depuis le bord, depuis la berge, sur le black bass. Pêche du bord, ça s'improvise, on peut aller pêcher 1 heure pour un faible coût. Voilà, c'est vrai que les petits inconvénients, c'est que certains secteurs, je parlais
des plans d'eau d'Isère par exemple, ou de Gouzol, il y a une pression de pêche qui est un peu importante. Voilà. Donc, mais bon, on arrive quand même à faire de très belles pêches du bord. Donc je l'ai un peu abordé avec quand on a parlé des leurres. On va dire la stratégie de base quand on va pêcher au leurre, et le black bass en particulier, c'est qu'on va commencer par chercher des poissons actifs. Il y a des jours où les poissons sont très actifs, le carnassier en général, donc ça sert à rien d'insister sur un poste précisément, parce que si le poisson n'est pas là, on ne va pas le prendre. Mais si les poissons sont actifs, de balayer du terrain avec des leurres qui permettent de pêcher vite, avec des vibrations un peu fortes, comme en surface ou sous l'eau avec des cranks ou chatterbait. Voilà. Ça permet de balayer du terrain, et si les poissons sont actifs, ça va être la méthode la plus efficace. Mais si au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on n'a pas de touche comme ça, eh ben on va commencer à ralentir la pêche pour se concentrer sur des postes précisément. Et là, on va utiliser des leurres qui permettent de pêcher plus lentement, qui envoient des signaux un peu plus faibles, voilà, éventuellement. Donc, ça peut être la frogue, ça peut être des leurres souples, voilà, qui permettent d'insister sur des postes. Parfois, on peut passer 10 minutes sur un poste, et le black bass va mordre au bout de 10 minutes. Si on a vraiment le sentiment qu'il y a un poisson là, ça vaut le coup d'y passer du temps, de passer 2-3 leurres différents, et puis d'animer très lentement, de poser son leurre dans le fond, d'insister, insister, insister, et ça peut réveiller un poisson qui était un peu apathique. Dans les jours où ça mord vraiment pas, on a souvent tendance à accélérer pour se dire ça sera mieux ailleurs, donc on marche. Mais les jours où ça mord vraiment pas, au contraire, il vaut mieux ralentir et se concentrer sur un poste où on s'imagine qu'il peut y avoir un poisson et y passer du temps. C'est souvent une méthode qui va fonctionner mieux. Alors, quelques conseils pour les bonnes pratiques. L'ardillon écrasé ou l'hameçon sans ardillon, ça fait pas rater plus de poissons. Je dirais même qu'on en prend un petit peu plus avec un ardillon écrasé, parce que même si on n'a pas un ferrage excellent, l'hameçon va pénétrer plus facilement dans la gueule du poisson. L'ardillon, c'est quand même un frein à la pénétration de l'hameçon dans la gueule du poisson. Et pour peu que pendant le combat, on garde le fil tendu tout le temps, il n'y a pas de décroché avec des hameçons sans ardillon. Par contre, quand on prend des petits sujets en particulier, on ne les abîme pas. Parce que décrocher un poisson qui a pris un ardillon mal placé dans le bas de l'opercule ou carrément dans l'arc branchial, on fait vraiment des dégâts. Alors qu'avec un ardillon écrasé, le poisson s'en sort relativement indemne. Dans l'idéal, on va décrocher le poisson dans l'eau, voilà, pour éviter de le sortir au maximum. On peut utiliser un tapis de réception. Maintenant, on en trouve des petits tapis de réception qui s'accrochent à la ceinture, qui sont très bien. On évite toujours de poser le poisson sur une surface sèche. Même l'herbe sèche, c'est pas terrible, mais alors encore pire, c'est une plage de sable, voilà, bien chaude, bien sèche, en plein soleil. C'est pour ça que le tapis de réception, c'est pas mal. Et puis, pardon ? Mouillé. Et mouillé, bien sûr. Tapis de réception mouillé, oui, parce que s'il est noir et qu'il y a du soleil et qu'il est sec, vous pouvez retourner le black bass 2 ou 3 fois et le consommer juste après, en fait. Donc, effectivement, mouillé, oui. Surface sèche à éviter absolument. Bannissez les fiches griffes. C'est en train de passer, mais il y a eu une mode pendant quelques années, là, les pinces pour attraper les poissons par la gueule. Là. Voilà. En fait, quand le poisson se débat un peu, ça peut lui percer certaines parties, voilà, au niveau des opercules. Et un poisson qui a une voie d'eau, en fait, dans la gueule, quand il aspire, la voie d'eau fait que son aspiration est moins forte. Donc c'est un poisson qui a du mal à se nourrir par la suite. Un carnassier qui se nourrit, qui gobe une proie, en fait, il aspire le volume d'eau dans lequel se trouve la proie. Il n'avance pas la gueule ouverte pour l'attraper. Donc, s'il a du mal à aspirer ce volume d'eau, s'il y a des voies d'eau parce qu'il a été percé, forcément, après, c'est un poisson qui a du mal à se nourrir et qui, à terme, est plus ou moins condamné. Réseaux sociaux obligent, on fait des photos de tous nos poissons maintenant. Mais en particulier en été, quand il fait chaud, vraiment, il faut écourter le plus possible ces séances photos. Le poisson, c'est un animal qui est fait pour vivre dans l'eau et pas dehors. Et quand on le met dehors, en fait, ses branchies sont exposées à l'air libre.
Et quand on a des températures un peu élevées, ben, elle brûle très très vite. Donc c'est un poisson qu'on va remettre à l'eau, il va repartir, on va se dire oui, bah, c'est bon quoi. Sauf que son appareil respiratoire est abîmé, endommagé. Donc c'est un poisson qui peut mourir par manque d'oxygène dans les jours, voire les semaines qui suivent. Un peu comme les poilus qui ont été gazés pendant la guerre de 14 et qui sont morts plusieurs semaines après. On revient à ça. Donc séance photo très courte. Hein. Quand il fait chaud, c'est 10 secondes maximum, et quitte à remettre le poisson dans l'eau et puis à refaire une photo après, mais vraiment le plus court possible. Voilà, on arrive un peu au bout de ma partie. Donc on peut faire une petite pause avec des questions et des réponses sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On verra après le détail des leurres avec Laurent, mais déjà si vous avez des questions sur tout ce que je vous ai présenté, c'est le moment. Donc un peu pour l'historique du black bass comme il a fait au départ. Donc aux États-Unis entre autres, c'est un des poissons les plus pêchés. Il faut savoir que c'est aussi il y a une ligue, enfin il y a 2 ligues sportives de ce poisson avec des pêcheurs professionnels qui vivent de ça. Donc il y a des circuits pro qui ont commencé à exister dans les années, rémunérés on va dire, hein, des compétitions réellement rémunérées dans les années 70 à peu près. Donc quand je parle rémunéré, c'est des très grosses sommes. Hein. À l'heure actuelle, un championnat, une manche de championnat qui dure 3 jours, le vainqueur remporte 100 000 $, pour vous donner une idée. Donc voilà. Donc après, c'est des gens professionnels, c'est-à-dire que c'est leur métier. Ils aident à développer les produits, entre autres. Donc après, bon, on va dériver sur le matériel. Ce que vous allez trouver dans un magasin de pêche, grosso modo, il y a 80% des leurres qui ont été développés pour pêcher le black bass. C'est-à-dire que le fait qu'on importe beaucoup de choses qui viennent ou du Japon ou des États-Unis, la plupart des leurres, en majorité, à part genre les busters, les choses comme ça, qui sont développées purement pour le brochet dans les pays de l'Est ou les pays nordiques, la plupart des leurres que vous allez trouver ou utiliser, c'est pour pêcher le black bass à la base. Donc on va commencer par les cannes, parce que là, ce qu'on appelle un tambour tournant, hein, canne spinning, donc comme a dit Manu, plus pour les pêches fines. Donc là, vous allez être en tresse, c'est des cannes plus ou moins laides. Alors après, le conseil, c'est pas d'aller chercher un poisson au fond d'un buisson avec ce genre de canne, parce que déjà, d'une, vous allez peiner à sortir, et deux, vous avez une chance sur 2 de casser, et même au niveau du combat, plus vous allez écourter votre combat, mieux c'est pour le poisson. C'est-à-dire que c'est comme pour la photo et la remise à l'eau. Là, si vous avez déjà vu quelques vidéos d'Américains, quand ils prennent le poisson, ils ramènent comme des fous, ça peut paraître brutal, mais effectivement, c'est aussi bien pour le poisson. C'est-à-dire que le poisson, il n'a même pas le temps de se rendre compte de ce qui s'est passé, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc là, quand vous pêchez en spinning, vous allez avoir des montages. Ça, c'est ce qu'on appelle un waki ou des choses comme ça. Donc, il y a des plus fins, des techniques comme ça, donc, tout simplement sur cette approche. Donc ça, c'est vraiment pour les pêches plus fines, des petites jigs, des choses comme ça, des petites créatures quand vous êtes plus fin. Et après, il vous a expliqué le casting, c'est l'affaire des Milo. Donc le casting, voilà, donc ça c'est ça, tout le monde connaît, je pense maintenant à peu près. Donc la puissance des cannes en casting, effectivement, suivant les techniques, on va être rarement en dessous de médium heavy en termes de puissance, c'est-à-dire que ça va être 14-28 grammes pour les plus faibles grammages en casting. Par contre, la différence qu'expliquait Manu, pour les pêches fortes, quand on va aller chercher justement, vous voyez, avec le montage, donc on appelle ça un Texas, donc là l'hameçon il est caché avec une balle, là on va aller vraiment dans les zones très très encombrées, et là pour le coup il faut avoir une canne puissante, hein, vous voyez l'action à ce lent, et là moi je suis en tresse, donc il y a un fluoro. Par contre, vous avez déjà vu maintenant dans les magasins, des fois, alors il y en a moins en 4 ou 5 brins, il y a souvent des tresses en 6, 12 brins, 8 brins. Ces tresses-là, effectivement, elles sont fragiles, parce qu'elles ont une conicité. Là, je suis sur une tresse qui va être en 4 ou 5 brins. Alors, elles sont beaucoup plus plates, et là, pour le coup, à l'abrasion, elles résistent vraiment. C'est-à-dire que c'est fait spécifiquement pour ces pêches fortes. Là, ça rentre vraiment dans les choses très spécifiques. Et après, pour des pêches totalement en fluorocarbone, c'est-à-dire en hybride,
pas en fluoro à 100%, mais ce qu'on appelle un hybride, où il y a peu d'élasticité comme une tresse, ça va être plus pour les pêches en fait de prospection et de réaction pour l'écran. Alors simplement pourquoi, et les cannes sont plus du tout les mêmes, c'est des cannes qui vont être beaucoup plus modérates, j'aurais dû en emmener une, parce qu'on a même certaines en fil de verre où elles vont être très souples, et en fait quand vous êtes sur des leurres comme ça, que vous allez ramener en fait, il n'y a pas de pause, le poisson il va venir taper, et si la canne est trop raide et que vous êtes effectivement en tresse, en fait il y a un effet ressort, et vous décrochez vos poissons. Donc c'est sur la partie technique expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Des fois on a 4, 5, 6 cannes, voire plus, bon moi j'exagère, des fois j'ai un certain nombre de cannes dans un bateau sur un flotte tube, c'est parce que chaque canne va avoir sa spécificité pour son grammage et des choses comme ça. Il y a aussi, donc aussi bien pour les moulinets spinning que les castings, les ratios qui sont importants, à la vitesse où vous allez ramener. Si le terme de la couleur pour les marques que je représente, c'est des ratios qui sont à presque 1 mètre autour en fait. C'est-à-dire que ça permet déjà de pêcher rapidement, vite, mais en plus quand vous avez un poisson qui est derrière un rontier qui tombe, ça vous permet de le sortir rapidement sans perdre de temps quoi, en fait. Donc ça aussi les ratios c'est assez important. C'est pas uniquement valable pour le black bass, hein, c'est valable pour les autres pêches aussi, d'avoir un ratio plus lent effectivement pour les pêches au crank ou les choses comme ça. Donc sur les pêches de prospection et des ratios beaucoup plus rapides sur des pêches où vous avez besoin de ramener rapidement le poisson pour l'évacuer d'une zone où il peut aller s'accrocher, etc. Donc après pour les leurres c'est très très vaste effectivement. Alors en leurre souple mes boîtes et encore il n'y a pas tout, mais c'est tout est possible en fait, je pense. Un black bass c'est d'une opportunité, même un truc qui ressemble à rien, s'il est décidé, il prendra en fait. Alors par contre, voilà, il y a on va commencer par les surfaces. Donc les surfaces, il y a plusieurs normes, donc ce qu'on parlait, les grenouilles, même un rat, ça c'est une souris, hein, mais c'est le même principe, hein, d'un hameçon plus ou moins protégé. Donc ça vous allez avoir l'avantage de le passer partout. Là, il y a des formes aussi comme un popper, donc ça mixe aussi les choses. Soit vous avez une grenouille toute simple que vous allez ramener qui va faire un léger bruissement ou pas du tout, soit carrément avec le nez concave pour faire comme un popper en fait, vous allez faire du bruit en surface. Donc les franges derrière, c'est censé limiter les pattes. Les couleurs, ça on me pose souvent les questions, puisque comme je fais de l'animation magasin pour certaines marques que je représente, les couleurs en fait, quand on achète un leurre dur avec un joli coloris grenouille, c'est pour le pêcheur, pas pour le poisson. Et le poisson, lui, il voit ça. Là. Il voit pas ce qu'il y a dessus, il voit ce qu'il y a en dessous. Donc l'essentiel, c'est d'avoir plutôt des choses qui tranchent par rapport à la journée. Entre autres, les coloris noirs qui ne sont pas forcément utilisés à tort, parce que même pour d'autres pêches, c'est ce qui se voit le mieux dans l'eau. En fait, c'est ce qui se tranche le plus, quoi. Donc là, vous avez vu tout ce qui est grenouille, même les araignées, c'est très opportuniste, hein, tout peut exister. Après, donc, les propleurs, en fait, qui parlaient de leur hélice, Manu, donc voilà, ça c'est typiquement un leurre hélice, donc là c'est des petites hélices en plastique. Donc là, il ne va pas faire beaucoup de bruit en fait en surface, il va juste faire un bruissement. Par contre, des fois, ils font une ligne de bulle, ce qui est intéressant, parce que le poisson, il va avoir la ligne de bulle, comme une grenouille, elle peut le faire, hein, si vous observez une grenouille en surface, une ligne de bulle derrière. Donc le fameux leurre hélice, donc là, c'est un concurrent, mais c'est pas tout à fait le même style, parce que la bavette est dure, mais c'est vraiment un leurre qui va, lui, pour le coup, faire beaucoup de bruit en surface, et pareil, en fait, quand l'hélice tourne, elle emprisonne une bulle d'air qui va claquer en fait en surface. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas que des leurres qu'on utilise pour le bass, hein, crochet à la base. Et ensuite, plus traditionnel, donc ce qu'on appelle le popper, que vous connaissez tous, et le stick bait, donc un stick qui a un nez plat, rond, enfin pas plat, rond, pointu, qui va être animé de droite à gauche tout simplement. Quand vous utilisez entre autres un stick bait, par contre, n'hésitez pas à faire des pauses. Parce que, entre autres, la majorité des pêcheurs, quand ils commencent à pêcher aux surfaces, souvent ils ramènent sans arrêter. Et des fois, au moment où le poisson il est derrière, c'est trop tard, quoi. Et des fois, une pause, ça mérite une petite pause de temps en temps. Hop, une pause. Les petites plumes derrière, c'est aussi ça peut
peut augmenter la traction, quoi. Donc ça, c'est toute la partie surface qu'on veut utiliser grossièrement pour ces leurres-là, même là, à partir de cette saison, des temps orageux comme on a eu aujourd'hui, il ne faut pas hésiter, que le black bass, il a souvent le nez en l'air quand même, il est relativement opportuniste. Voilà. Donc ensuite, alors ce qu'on a dit, donc les shades, principalement sur les leurres souples, là c'est ce que vous connaissez tous. Bon. Et ça, entre autres, que cette forme qui est très connue maintenant pour le cendre, ça a été développé pour le black bass. Donc là, pour le coup, sur des têtes plombées classiques, ou alors comme celui-ci, on peut le monter sur un hameçon texan. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées plus en période froide, hiver, plus calme, ou dans les profondeurs, effectivement, ou comme dans des zones comme le barrage de Rochebue, où je vais utiliser pour accompagner sur des tombants. Comme vous pêcherez le cendre, en fait, sur les mêmes procédés quand on est en barrage, les comportements alimentaires sont à peu près pareils sur ce poisson. Donc ensuite, pour rester sur on va rester sur les périodes un peu de printemps. Donc vous avez tout ce qui est spinnerbait. Donc ce que c'est expliqué Manu, il y a plusieurs formes. Donc là vous voyez, il y a deux différences. Là la palette feuille de saule, effectivement, qui va faire beaucoup d'éclats. Pas forcément, alors là il y a une petite Colorado qui est derrière. Et là il y a simplement deux Colorado, et ces palettes-là, par rapport à la fine, elles vont faire beaucoup plus d'ondes en fait dans l'eau. Et souvent dans des eaux un peu chargées ou par temps sombre, je vais plus utiliser ce type de forme de spinner, enfin surtout ces palettes-là, qu'une palette feuille de saule traditionnelle qui va faire beaucoup d'éclats et quand l'eau est claire, quoi. Donc après, en spinner, pareil, alors là il a perdu sa jupe, ça vous permet de voir la forme. Une monopalette, ce qui permet de pêcher à la descente aussi. C'est-à-dire qu'un spinner, on a tendance à l'utiliser beaucoup en lancer ramené, et des fois c'est un tort aussi. C'est quand vous avez une zone de buisson, vous faites tomber, vous accompagnez à la descente juste au niveau de la palette, elle va être en l'air, et le poisson, il peut prendre à la descente. Donc ça, c'est tout ce qui est... En grosso modo, c'est toute l'année, c'est en prospection. Alors après, vous allez plus ou moins accélérer le rythme. Mais bon, voilà, en début de saison et en prospection. Et après, alors je vais garder le meilleur pour la fin, on va dire. Ce qui va être valable pour toute l'année, ce qu'on va appeler les leurres de réaction, en fait. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, les cranks. Donc les cranks, vous pouvez voir, il y a des bavettes quasiment courtes, presque en dessous, où là, le leurre va évoluer à 0 voire 50 cm sous la surface, jusqu'à des leurres, là c'est un peu extrême, mais c'est pour vous montrer l'extrémité, où vous allez avoir une vraie cuillère, où là ces leurres vont descendre dans presque 8 mètres de profondeur. Il faut la canne qui va avec. Mais il faut savoir que le black bass, entre autres quand il est en lac de barrage, il peut descendre très profond. Même en période justement quand il fait très chaud, par expérience sur l'Espagne, effectivement tôt le matin, souvent on les retrouve sur les prés de banquettes, c'est-à-dire qu'ils viennent se nourrir auprès du poisson fourrage, dès que la température monte, il descend. Et c'est l'effet inverse l'hiver, où le poisson va monter chauffer au soleil en journée et descendre dans les zones plus chaudes. Donc ça, c'est des leurres qui vont être utilisés en fait à la fois en réaction et prospection, c'est-à-dire pour trouver les poissons rapidement sur les zones, les poissons actifs. Donc le lipless, c'est la même chose en fait sans bavette, où vous allez le ramener donc soit rapidement, soit par contre, pareil, si vous n'êtes pas sur des zones encombrées, vous pouvez le ramener en traction au fond, plus ou moins, et aussi le but, c'est quand vous allez descendre avec un crank, on va dire, voilà, sur une bavette moyenne comme ça, le but c'est aussi d'aller le faire taper soit dans les obstacles, soit dans les branches, dans les cailloux. Ça permet de créer en fait un intéressement sur un poisson qui est un peu en maraude, qui est en activité, de le capter et de venir chercher le leurre. Donc voilà. En leurre à réaction, vous avez le shatter aussi, donc chatterbait en fait. Donc vous voyez, c'est une palette qui va être devant, une tête plombée. Alors certains mettent rien derrière, soit vous mettez, alors là, comme une grenouille derrière, mais avec des pattes. Alors la plupart du temps, sur un shatter, il faut éviter de mettre des leurres avec des paddles parce que vous allez casser en fait l'effet de votre palette qui va vibrer.
faut plutôt mettre des leurres un peu comme ceci. Bon, on les verra pas bien, j'ai pas voulu sortir des pochettes avec une finesse en fait. Ou un grub tout simplement. Une virgule quoi. Donc ça c'est pareil, c'est un leurre de réaction. La différence du crank, c'est que ça a tendance à passer un peu mieux dans les cailloux suivant les zones, et ça a une forte vibration, beaucoup plus importante qu'un crank, puisqu'un crank, lui, ça va être les billes, ou pas, ça dépend des modèles, mais le crank, le but, c'est vraiment d'aller faire taper sur le fond, quoi. Le terme en anglais, c'est le bottom tapping, en fait, où vous allez vraiment le faire déplacer dans les cailloux en tapant, et aussi créer des nuages de poussière, ce qui va agacer le poisson, l'agresser et puis le faire prendre. Donc voilà. Et donc après, ce qui est on va dire le plus régulier, pour ma part, pour la pêche du black bass, c'est le jig en fait, tout simplement. Donc quand vous êtes sur des zones encombrées, légèrement encombrées, pas des gros buissons comme le Texas qui peut se permettre d'aller dans des branches molles en fait, sur un arbre noyé. Donc l'intérêt, c'est pour ça que le flotte tube ou le bateau a quand même des meilleurs placements de poste que du bord. Vous avez un arbre tombé, donc vous allez prendre face, donc sens contraire des pointes, et là un jig, vous allez passer, donc vous voyez il y a une brosse qui permet de passer. C'est là aussi où il faut une canne assez puissante pour ferrer. Les ferrages, il faut vraiment les appuyer, on dit entre nous un ferrage de bûcheron quoi. Donc là le jig, en fait l'intérêt derrière, c'est infini, les créatures que vous pouvez mettre. Là on voit c'est une imitation d'écrevisse. L'intérêt c'est d'avoir des pattes plus ou moins plates, des corps plus ou moins plats, ça dépend ce qu'on va utiliser pour vraiment créer un flappement. Alors soit on le lance, on l'accompagne bien à la descente, il faut surtout les accompagner, pas lancer puis fil détendu, souvent le poisson il prend, il recrache, vous en rendez pas compte. Et puis l'action en fait, vous allez l'animer près du fond par des tirées plus ou moins rapides. Alors plus il fait froid, plus il faut être lent. Pareil, quand il fait froid, pour le coup, je vais descendre sur des tailles plus petites. Ce qui est paradoxal, en fait. On pourrait penser que le poisson va chercher des plus grosses proies quand c'est en hiver, mais pas forcément. Il va chercher ce qui est le plus facile à attraper auprès de lui sans trop bouger et déplacer de l'énergie, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez utiliser grossièrement toute l'année, en fait. C'est ce qui est le plus prenant pour moi en termes de rentabilité. Alors après, quand vous êtes hors zone encombrée, parce que on pense que le bass, des fois, il peut être dans des zones de cailloux, effectivement. Là, vous utilisez une tête football traditionnelle, avec une écrevisse pareil derrière. Là, pour certaines, ça dépend des modèles. Là, vous voyez, les pattes, tout le corps, le haut du corps est creux. Donc sur la position dans l'eau, en fait, elle va se relever légèrement. C'est-à-dire que c'est pareil, ça peut être un attrait supplémentaire. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est le plus courant utilisé. Alors après, sur les pêches basiques, que beaucoup de pêcheurs utilisent, c'est ça, le montage wacky en fait, où on pique simplement un worm, donc plus ou moins gros, ça dépend des tailles. La taille des fois impressionne un peu, mais un bass de 30 cm, il aspire comme des spaghettis quoi. Ça peut paraître énorme, mais comme c'est un poisson qui est tellement gourmand et assez opportuniste, il rate pas quoi. Donc là, les worms, vous avez ça. Vous avez cette forme qui est pareil, qui est très courante, ce qu'on a tout simplement comme un worm. Donc là, les fameux hameçons texans. Donc pour vous montrer comment ça se monte, la plupart du temps, vous piquez devant là. Donc là, à peu près, on n'est pas au millimètre près, mais donc pour sortir à peu près à cette hauteur, vous voyez, il y a une rampe derrière et vous venez bloquer contre. Et là, l'intérêt, c'est, vous voyez, vous suivez à peu près la courbe, vous piquez là, que ça soit à peu près droit, et là, légèrement sortir la pointe. Là, vous avez la pointe qui est protégée, et par contre, sur un ferrage, quand votre poisson va écraser, en fait, c'est là où il se pique. C'est l'intérêt d'avoir des hameçons texans quand il y a des herbes molles, entre autres des élodés, des potamos quand il en reste, etc. Ça permet de bien passer. Donc ça, vous pouvez le monter simplement sans plomb, on appelle en wake-test. Soit vous pincez un plomb plus sur la hampe, soit des hampes plombées, soit le même système que je vous montrais tout à l'heure, avec ce qu'on appelle en Texas en fait un montage avec
avec une balle devant qui vient se positionner devant. Donc là, l'hameçon, c'est le même principe sur une grosse créature, sauf que lui, il va pas être courbé, je vais vous montrer. Il va être droit, par contre, vous voyez, hein, il est très fort de fer. Et là, il y a des pics en fait pour retenir le leurre, pour pas qu'il puisse se barrer tous les deux lancers qui glissent sur la hampe de l'hameçon. Donc là, on vient le positionner comme ça, vous voyez, il est tenu et on vient piquer. Alors l'hameçon paraît petit par rapport au leurre, mais ça n'a pas d'importance. Bon, faut pas mettre trop petit, mais comme un bass aspire quand même relativement fort, en principe, il n'y a pas de souci, ils sont bien piqués. Et là, pareil, on vient piquer le leurre à peu près sur la courbe, ça fait une espèce d'angle. Et là, le leurre, vous voyez, il est très long. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que quand il descend, en fait, il va descendre plus lentement. Alors, soit vous accolez la balle quand vous pêchez dans des zones très encombrées. Par contre, sur des zones d'herbier, vous pouvez décaler, en fait, de façon à ce que la balle descende avant et ça descend tout doucement derrière, quoi. C'est ce qui est intéressant sur des pêches comme ça. Par contre, voilà, faut vraiment avoir une canne qui soit relativement puissante pour faire un bon ferrage. Comme quand vous pêchez à la frog ou à la grenouille, il faut quand même des cannes assez puissantes, quoi. Donc voilà, donc pareil en worm, vous pouvez, c'est le même système hein, comme un shad avec une queue. Ça, pour pareil en waki, où vous voyez, il y a deux petites boules où ils vont descendre. C'est assez infini hein, le nombre de sortes de leurres, de choses comme ça. Des derniers petits montages, alors qui vont être plus utilisés quand la pêche est difficile, entre autres. Donc ça ressemble à rien en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle le Ned Ring, alors qui a commencé à se connaître pour la pêche, entre autres. Ceux qui regardent quelques émissions de compétition pour la perche, c'est assez bon comme leurre, mais en fait à la base c'est pour pêcher le black bass. Donc soit vous mettez ça ressemble juste à un bouillon qui est flottant par contre, soit une petite écrevisse, hein, pareil, fait autant que possible pour avoir un leurre flottant. Et la même chose, alors que le terme s'appelle shakehead, en fait vous avez, c'est un texan, qu'on le voit là, avec une tête plombée légèrement football. Alors il y a ce type de modèle et il y a un type où la tête est carrément libre en fait, où elle bouge. Et là vous allez mettre un leurre, bon autant que possible, là moi je mets des worms là-dessus, vous venez de piquer, ça permet d'être dans les cailloux et même dans les branches, et pour gratter au fond. Et là, vous voyez, la pointe du leurre, elle est flottante. Et votre présentation, elle va être, le leurre va être remonté, en fait, vous voyez, il va être remonté comme ça au fond. Donc l'intérêt, c'est de pêcher très lentement, d'avoir ce truc qui flotte en l'air. Et donc, vous voyez, il y a des annelures pour certains leurres. On reviendra un petit peu à la fin dessus, mais il y a des attractants. Ça, faut pas le négliger. Sur le black bass, il a un aspect de captage, en fait, on va pas dire un nez, mais des odeurs, des goûts, qui est très très important. Hein. La plupart des leurres souples que j'ai là devant, ils ont soit du sel, soit de l'attractant dedans. Ça aussi, ça permet qu'ils gardent en gueule quelques secondes de plus. Parce que c'est un poisson qui est quand même très réactif, à vue ou observé. Des fois, on n'a même pas le temps, il aspire, il a recraché, on n'a même pas eu le temps de réagir en fait. Donc le fait d'avoir un attrait, un affect, ou un goût qu'il puisse ressentir, il va le garder quelques secondes et ça va favoriser, quoi. Donc voilà, donc ça c'est toutes ces techniques de leurre. Et pour finir, ce qu'il expliquait un peu les gros leurres, que beaucoup connaissent au final maintenant, hein, ce type de leurre pour le brochet, les swims, à la base c'est pour le bass, quoi. Donc suivant les modèles, certains comme celui-ci ont été développés aux États-Unis parce que le milieu où ils sont, il y a des truites. Donc ils vont manger des truites. Et tous ces leurres, c'est ce qu'on appelle, là c'est un swim articulé, donc là vous en avez en deux points. Alors, ça reprend, là ça ressemble à une perche arc-en-ciel, hein, un peu plus grosse, hein, une bluegill aux États-Unis, donc leur proie qu'ils connaissent. C'est pas forcément, bon, c'est valable pour les très gros poissons effectivement, mais des fois on a des poissons qui sont moins de 40 cm qui viennent s'attaquer à ça. Et là c'est le même principe en fait, hein, c'est des swimbaits mais en souple. Donc pareil, vous voyez, ça fait une bonne bouchée, quoi. Et il y a des fois, bon, ça dépend les milieux effectivement, comme un gouzole c'est pas profond, ça c'est un peu lourd, mais sur des swims un peu légèrement flottants, même de grosse taille, il ne faut pas hésiter. Les pêcheurs de basse ont tendance à pêcher, enfin moi ce que j'ai vu au fil des années, hein, comme sur le canal du Berry,
ils ont tendance à pêcher avec des trucs très fins, tout petits comme ça. Ils prennent plus un poisson et de temps en temps il y a des fous furieux comme moi qui passent avec un gros swim et puis bon, ils font des poissons à côté. La discrétion des fois c'est peut être payant ou pas du tout. Donc voilà. Et puis bah ouais, pour finir simplement les attractants c'est quand même alors soit des sprays, bon, c'est ce qui est le plus efficace pour le bass pour moi, enfin pour ma part avec mes expériences. Et puis bon, maintenant on a quelques trucs qui sont vraiment trempés dans des jus qui sont intéressants. Parce qu'en fait l'intérêt c'est que c'est pas que le poisson il va venir de 2 km pour chercher, c'est qu'au moment où il va prendre en gueule, il va avoir ce goût et il va garder les quelques secondes que vous allez gagner, ça permet de le ferrer parfaitement, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi, venez voir un petit peu tous les leurres qui existent, faut pas hésiter. Et en fait, pour dégrossir sur votre pêche, si vous débutez, un jig, moi on me laisserait le choix entre 4 leurres, hein, un jig, un crank, un longue vie, j'en ai pas parlé par contre, donc ce qu'on appelle des jerk minnows, un longue vie pour l'hiver en fait, donc on appelle un jerk minnow, vous voyez il y a des différences de longueur de bavette plus ou moins profondes. Ça c'est l'heure, ça permet de faire des pauses quand ils sont suspendus en fait, où ils vont rester dans la couche d'eau. Et pour moi, oui, donc j'aurais 4 leurres à choisir, donc en premier le jig, en deuxième un crank, parce que ça permet de prospecter. Pour les zones plus froides, un jerk minnow, et puis un Edrig. Voilà. C'est les 4 leurres que moi j'utilise le plus souvent suivant les périodes, les saisons. Voilà. Tout simplement. Donc, si vous avez des questions, dites-moi, n'hésitez pas. Sur les spinnerbaits, il vaut mieux les pêcher comme on les achète, hein, ou il vaut mieux les customiser en mettant un leurre souple Les spinners. Les spinners, alors moi, ça c'est un avis perso. Moi perso, je mets jamais rien derrière. Et après, comme un chatterbait, on peut mettre effectivement soit un worm avec une queue finesse ou un grub, hein, tout simplement. La bonne vieille virgule reste encore efficace, quoi. La différence, c'est que quand vous allez mettre un leurre souple derrière, même sur le cas d'un chatterbait, il va avoir tendance à remonter plus vite en fait. Il va moins descendre dans la couche d'eau et du fait qu'il y a un leurre souple, ça va une portance qui va le remonter plus vite. Mais si, tout à fait, on peut le mettre derrière, quoi. Après, c'est un goût, c'est au goût de chacun, quoi. Ouais, moi je mets toujours quelque chose derrière. Moi, paradoxalement, non. Moi je mets toujours quelque chose derrière. Ouais, c'est pour ça que je pose la question, parce que tout à l'heure, En fait, c'est comme disait Laurent, ça permet en fonction du leurre souple qu'on va mettre derrière, de jouer à des vitesses et des couches d'eau différentes. C'est-à-dire quand on met un leurre très effilé comme un worm, ça n'aura quasiment pas d'action sur la portance. Si on met des crevisses, ça va porter beaucoup plus, donc ça va permettre de ralentir la pêche. Mais ça c'est une chose, mais pour moi l'intérêt principal du leurre souple derrière le spinner, c'est au niveau de la densité pour permettre l'aspiration du poisson. En fait, comme je vous l'ai expliqué, le carnassier, il aspire le volume d'eau dans lequel se trouve sa proie. Or, un spinnerbait, c'est grosso modo un cintre avec un plomb devant, quoi. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à aspirer, surtout qu'il est en tension de l'autre côté. Le fait d'avoir un leurre souple derrière facilite l'aspiration du leurre. Parce que c'est une densité qui permet une aspiration plus facile. Et les jupes, en fait, comme là sur un spinner, c'est en fait alors, à la fois pour donner du volume. Alors suivant les jigs, hein, il y a des différentes matières qui sont plus ou moins, qui vont donner plus ou moins de volume. Ça c'est aussi important des fois de regarder suivant les marques. Et ça permet de créer un volume aussi et de ralentir la descente plus ou moins. Là sur le montage avec la balle, j'ai aussi des balles avec une jupe pour pouvoir permettre de ralentir la descente des fois. C'est souvent au jig, il y a vraiment deux cas. Soit ils le prennent clairement au fond, et là vous allez avoir un déplacement, ou les très gros, ils ne bougent pas. Je pense qu'il y a quand même une petite forme d'éducation, parce que ou ils ne bougent pas, ou vous allez juste avoir un bruissement et un léger déplacement. Soit pour le coup, là ça va être violent, il va prendre à la descente, et là vous allez voir le fil partir, quoi. Et
c'est spécifique aussi au black bass d'avoir ces touches décalées. J'aime bien parce que des fois, vous n'avez pas le temps de réagir. C'est ça qui est plaisant sur ce poisson, parce que, entre autres pour les enfants, c'est un des poissons les plus ludiques qui soit, parce que il y a un combat qui est violent, puis très ludique. Il y a un panel de pêche qui est énorme. On va. Non. Pour rebondir sur ce que tu dis, Laurent, moi j'ai eu l'occasion de pêcher à la mouche. Oui, c'est encore plus vrai ce que tu dis, il faut vraiment être dans le timing pour le ferrer. D'ailleurs, ça c'est pour moi. Surtout quand il est juste sur. Entre autres, à la mouche, tu ne pêches pas à vue, mais pratiquement. Ouais. Et moi, c'est une des pêches que je déteste le poisson. En fait. Parce que. Clairement, le poisson me fait péter un câble parce que des fois on les voit et moi j'essaye même plus parce que ça me. Mais ils sont. Donc, comme ils ont quand même relativement des gros yeux, je pense qu'ils voient quand même beaucoup clair. Enfin, des fois, je pense qu'ils nous ont vus avant qu'on les ait vus. Et ils sont. Enfin, je sais pas le comportement, comment on pourrait expliquer ça, mais ils sont assez provocateurs quand même. Parce qu'il y a des moments, surtout les gros poissons, vous les voyez se balader, vous essayez quoi de faire, ils regardent. Et les pêches à vue sont les plus difficiles au final sur ce poisson. La mouche, c'est vraiment le timing. Ah oui, si on fait comme la truite, on a un trempin. À moins qu'il soit fou furieux, sinon. Les attractants, pour le coup, c'est prouvé même sur le sang, enfin voilà, avec mes expériences, c'est pas on va prendre plus de poissons, c'est que ça améliore. Alors pour le coup, pour le sang, ça va améliorer la touche parce qu'elle va être beaucoup plus franche. Et pour le bass, là, c'est pas le coup de la touche, c'est qu'il va quand même garder les quelques secondes que vous avez grappillé, il va le garder en gueule et ça vous permet d'avoir un temps de réaction. Je vous propose qu'on passe, parce qu'en plus ça nous appelle, donc je vous propose qu'on passe au verre de l'amitié, et puis que si vous avez toujours des questions ou pendant le cours, ne pas hésiter à venir voir Manu ou Laurent pour plus d'explications